Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Comment être plus organisé dans sa journée, comment finir ses journées et être soulagé, tu vois, un petit peu dans un état quasiment beaucoup plus zen. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Robin, comment vas-tu ? Très bien, et toi Alexis ? Eh ben écoute, ça va très bien. On se parle dans des time zones différentes. Moi, c'est coucher de soleil de mon côté sur Villejuif-la-Belle. Et toi, je crois que le soleil se lève sur San Francisco. San Francisco, ça claque plus que Villejuif quand même. Mais en tous les cas, je suis ravi de terminer la journée à tes côtés et j'espère que tu le seras autant de commencer. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Si vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez de quoi on va parler, c'est marqué dans le titre, mais peut-être que vous ne connaissez pas HireSuite ou peut-être que si vous connaissez HireSuite, vous ne connaissez pas Robin. Et c'est à ce moment-là que je te laisse le micro pour te présenter ainsi que HireSuite. Bon, les gens doivent connaître normalement maintenant, à force. On espère. Mais effectivement, je suis un des trois cofondateurs d'HireSuite, qui est une startup qu'on a créée en 2016, qui est une boîte de recrutement qui fait du logiciel dans le recrutement. On a deux produits principaux. Le premier s'appelle HireSuite Marketplace. C'est une marketplace de recrutement pour recruter des développeurs. Donc concrètement, on a entre 100 et 150 développeurs et développeuses par semaine disponibles qui sont en recherche. Et les entreprises se connectent tous les lundis et peuvent accéder à des sélections de personnes qui correspondent à leur recherche. Donc ça, c'est HireSuite Marketplace. Et le deuxième produit, qui est peut-être probablement plus connecté avec le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est HireSuite CRM, qui est un produit pour les équipes de recrutement et qui aide les équipes de recrutement à être plus productives, donc concrètement à faire plus de recrutement par personne, avoir de meilleurs suivis de la donnée. Voilà. Et si vous vous souvenez de l'épisode troll qu'on avait organisé avec Léo Bernard dans la vraie partie, la partie où on ne trollait pas, on expliquait notamment comment la déshumanisation dans le recrutement, ça, c'est une mauvaise chose, mais que par contre l'automatisation c'est extrêmement important parce que vaut mieux mettre le fait de se connecter à des vraies personnes au bon endroit et pas dans des trucs idiots, dans des copier-coller. Et effectivement, HireSuite, ça fait un peu partie de la tagline que de rendre la vie des recruteurs et des recruteuses plus facile à travers quelque chose qui est un peu frictionless, automatisé, etc. Et on a poussé le bouchon avec Robin. On s'est dit comment être productif, comment rendre la vie de recruteurs plus simple, plus fluide. Bon, ça c'est déjà la mission de HireSuite au complet. Donc si vous voulez vous faciliter la vie, déjà bossez avec HireSuite. Mais c'est un peu dans le cœur de votre ADN à tous les niveaux. Donc, le guide ultime de la productivité dans le recrutement, même au-delà d'HireSuite, il me semble que Robin, tu aurais des choses à dire. Absolument, et je pense d'ailleurs, c'est même... nous, on a créé un logiciel, donc évidemment, on pense qu'il y a des solutions apportées par le logiciel, mais de manière générale, avant même d'arriver au logiciel, il y a plein d'autres choses à faire dans l'organisation, sur comment être plus productif, comment gérer son temps, ses priorités. Et je pense qu'en fait, dans le guide sur la productivité dans le recrutement, il y a 80% qui est sur comment s'organiser, comment bien se préparer, plus que sur les logiciels. Donc moi, je suis pas du tout là pour pousser HireSuite en particulier, mais plutôt dire, OK, comment déjà on peut s'améliorer dans la productivité, même sans utiliser HireSuite. Eh bien écoute, le guide ultime de la productivité dans le recrutement, ou en tous les cas, comment est-ce qu'on peut travailler plus efficacement en gérant mieux son temps, indépendamment du logiciel qu'on utilise. On est parti ? On est parti. Eh bien commençons par le commencement. Parce que je sais que quand on parle de productivité, ça peut faire... ça peut crisper certaines personnes qui disent encore le productivisme, le staccanovisme, toujours bosser plus, etc. Je sais que tu as une philosophie qui est très différente sur pourquoi c'est important de travailler son efficacité quelque part. C'est un bon point. En particulier dans le recrutement, il y a beaucoup de personnes qui commencent le recrutement dans des cabinets de recrutement, donc cabinets de recrutement assez volumiques, avec une logique de il faut que tu contactes plus de personnes chaque semaine, très productiviste comme tu dis, et donc beaucoup de recruteurs et recruteuses qui ont une mauvaise relation à la productivité, avec un petit peu de méfiance et cette logique du chiffre qui nous tombe dessus et qu'on doit atteindre. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que recruteur ou recruteuse, on n'a pas forcément de
d'énormes incentives à être plus productif, contrairement aux sales, par exemple, où s'il vend 2 fois plus, généralement, il est payé 2 fois plus. Le recruteur individuel, en particulier dans une équipe de recrutement, dans une entreprise, il a un petit peu de variable ou elle a un petit peu de variable, mais encore, c'est pas toujours le cas. Et dans tous les cas, le variable reste assez faible. Et les objectifs de recrutement sont fixés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a recruté les 45 personnes pour le trimestre, on va pas en recruter 45 de plus, quoi. Pourquoi malgré ça, c'est important d'être productif et pourquoi ça peut être très bénéfique? En réalité, la productivité, c'est la réponse à comment être plus organisé dans sa journée, comment finir ses journées et être soulagé, tu vois, un petit peu dans un état quasiment beaucoup plus zen. Plus on est productif, plus on est zen, plus on a de temps pour soi, plus on peut travailler sur des sujets intéressants, plus on peut progresser professionnellement, être mieux payé, accéder à des meilleurs jobs, plus on devient indispensable à son entreprise. Donc en soi, être productif, ça ne doit pas être une fin en soi. Personne ne veut être productif. Par contre, les gens veulent être plus épanouis, plus efficaces, plus reconnus dans leur entreprise. Et ça, la productivité, c'est un des moyens pour y parvenir. C'est vrai que moi, il y a une dynamique que j'aime bien utiliser parce que quand on parle de productivité, on parle beaucoup de temps. Donc, avec l'idée soit de bosser plus, soit au contraire d'essayer de dégager du temps, ce qui n'est pas une mauvaise idée. J'aime bien parler de la notion de friction. C'est-à-dire qu'on peut aussi juste avoir envie de faire quelque chose qui est moins chiant. On peut avoir envie de ne pas se faire des copier-coller de partout, d'utiliser des outils qui ne marchent pas, etc., quoi. Exactement. Et il y a aussi la friction mentale qui vient de faire du multitasking, de faire plein de choses à la fois. Dans le recrutement, elle arrive très très vite si on contrôle pas très bien. On se retrouve vite avec 50 onglets Chrome, le téléphone qui sonne, des emails qui apparaissent. Et puis ça cause du stress, de la pénibilité au travail qui est très importante, quoi. Et la productivité, c'est aussi organiser ça, être plus au clair et être moins fatigué, être moins stressé. Eh ben, nous sommes tout oui, mon cher Robin. Par où on commence? Où est-ce que tu aimerais commencer à tirer la pelote? Définir la productivité, il y a deux choses. Il y a faire les bonnes choses et faire les choses rapidement. Et c'est deux volets qui sont assez différents. Généralement, en particulier dans le recrutement, on se concentre beaucoup sur faire les choses rapidement. Comment est-ce qu'on est plus productif, des extensions Chrome, des outils, des raccourcis clavier, etc. Ça, c'est une partie de la productivité. Mais on a beau être le plus efficace possible, si on fait pas la bonne chose, ça sert à rien. Si on travaille pas sur le bon sujet, on perd du temps. Donc la première chose, c'est de faire les bonnes choses. Et là, il y a plein de choses qui en déroulent. Et après, c'est des bonnes pratiques de productivité au sens large. Donc, je vais en évoquer quelques-unes et puis les gens peuvent faire leurs propres recherches pour développer. La première chose pour déjà faire les bonnes choses, c'est le premier aspect de faire les bonnes choses, de travailler sur les bons sujets, c'est de s'organiser à la fois son environnement de travail et son calendrier en particulier, qui est un des premiers environnements de travail, quoi. Et s'organiser pour avoir un maximum de focus. C'est-à-dire, je fais une seule chose à la fois, j'en fais pas 50. On a fait un épisode qui était dans donc notre propre podcast qui s'appelle Une équipe qui gagne. On a fait un épisode avec Hélène Lee sur alléger la charge mentale dans le recrutement. Et elle avait une expression que j'aimais beaucoup qui est de prendre rendez-vous avec soi-même. Donc, de la même manière qu'on prend rendez-vous avec des managers, qu'on prend rendez-vous avec des candidats, il faut savoir aussi se prendre rendez-vous avec soi-même, se bloquer des créneaux dans son calendrier qui vont être dédiés à une tâche unique. Donc ça, c'est une logique de focus, concentration. Être sûr qu'on travaille sur une chose. Voilà. Une technique qui fonctionne assez bien aussi, c'est de faire ce qu'on appelle des time audits, des audits de son temps. Ça pareil, vous pouvez chercher, je pense c'est Time Audit sur Google. L'idée, c'est de mesurer pendant 1 ou 2 semaines ce qu'on fait concrètement, où est-ce qu'on passe son temps. Parce que parfois, on se rend pas compte que le temps, il passe dans des tâches qui ont une très faible valeur ajoutée, peu productive. Et ça, une manière de le faire, moi, je le fais assez régulièrement. Tous les ans, je prends un carnet, je note l'heure de début d'une tâche. Donc là, je vais dire 9h00, enregistrement avec Alexis sur The Human Factor. Je laisse la date de fin ouverte, je note la tâche à côté, et quand on a fini, je mets la fin, et ensuite j'ouvre une nouvelle tâche. Et ça, c'est assez efficace parce que ça permet d'augmenter le focus. Je suis sûr que pendant 7 heures dédiées, je suis juste sur le podcast. Bon, là, le podcast, c'est assez évident, je vais pas faire 2 choses à la fois, mais parfois ça arrive et plus rapidement de faire du multitasking. Donc l'avoir écrit quelque part, ça permet déjà d'une part de voir quand on est en train de multitasker, qu'on est en train de le faire. Donc hop, attention, je vais juste d'abord finir cette tâche et en ouvrir une nouvelle pour pas travailler sur 2 choses à la fois. Et ensuite, à la fin de la semaine, ça permet de voir, ok, j'ai passé
45 heures cette semaine en podcast, peut-être qu'il est temps de faire un petit peu moins de podcasts. Ou à l'inverse, peut-être que j'ai fait qu'un podcast dans le mois. Or, c'est vraiment ça qui a de l'efficacité dans mon travail, et donc il faut que j'en fasse plus. Et un point qui est très important dans la productivité, c'est qu'on est spontanément et intuitivement assez mauvais pour évaluer notre propre performance en productivité. Et une manière de contrebalancer ça, c'est de le mesurer. Parfois, on peut avoir l'impression d'avoir passé une super journée alors qu'on n'a pas fait grand-chose et qu'on est passé d'un sujet à un autre. À l'inverse, on peut avoir l'impression d'avoir rien fait de la journée alors qu'on a été très productif, qu'on a fait plein de choses. Et alors, c'est valable pour le recrutement. Je pense que c'est évidemment valable à plein d'endroits, mais je pense à d'autres typologies de profils RH qui nous écoutent. Je pense aux business partners ou aux profils de coup qui passent beaucoup de temps avec des équipes, avec des personnes, à régler des situations difficiles du quotidien. J'ai un très bon ami qui est HRBP dans une startup, et c'est vrai que si on prend pas, sans prendre de rendez-vous avec soi-même pour travailler sur des sujets de fond, en fait, on fait ça toute la journée. Vous pouvez avoir une journée dans laquelle il y a 10 rendez-vous de 20 minutes. Où vous rencontrez tout le monde pour parler de tout. Les rendez-vous vont se chevaucher évidemment parce que ça déborde, etc. Et je peux juste faire un tout petit témoignage là-dessus, mais je suis un grand fan de sujets de productivité et j'ai testé le truc dans tous les sens. Je n'ai pas trouvé d'autre solution effectivement que de bloquer des moments dans mon agenda et de me dire c'est comme ça. Donc typiquement j'ai 3 plages de deep work, 3 matinées de deep work par semaine que je fais sauter quasiment jamais. Le midi c'est mon cas aussi. Typiquement de midi à 13h30 je prends rien. Parce que je me balade, je mange, etc. Et sans ça, en fait, en réalité, vous devenez la variable d'ajustement de tous les autres. Exactement. Et c'est une question de c'est une question de respect envers soi-même, quoi. De la même manière qu'on respecte une autre personne en prenant du temps avec elle, voilà, on avait un podcast prévu aujourd'hui, je suis là à l'heure, je te respecte ton temps, le fait que tu sois là, c'est aussi une question de respect envers soi-même, de se prévoir des plages dédiées à soi-même et aux sujets sur lesquels on doit avancer, ça c'est clair. Donc, on bloque du temps avec soi-même, on fait un time audit pour se dire mais était-ce bien nécessaire les 40 heures que j'ai passées cette semaine sur telle activité qui finalement n'est peut-être pas au cœur de mon métier. C'est une première manière de, si j'ai bien compris ce que tu disais, identifier des choses qu'on va pouvoir enlever ou des choses qu'on va pouvoir prioriser. Qu'est-ce qu'on fait d'autre donc, pour devenir hyper maître de son temps et productif quand on est recruteur ou recruteuse? Je continue de assez haut niveau, c'est-à-dire des conseils de productivité au sens large, et ensuite on se rapprochera de plus en plus du recrutement. Il y a une autre chose, c'est que les recruteuses passent énormément de temps sur l'ordinateur, évidemment, écrire des emails, traiter des emails, copier-coller du texte, être sur LinkedIn, etc. Et je suis toujours surpris du nombre de personnes qui maîtrisent pas encore les raccourcis clavier. Les raccourcis assez simples, même CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V pour copier-coller. Puis on a plein d'autres qui peuvent être utiles sur Chrome, donc pour ouvrir, fermer des onglets, passer d'un onglet à un autre, sur Gmail pour répondre à un email facilement, marquer un email lu. Et ça, c'est encore une fois, on gagne à chaque fois peut-être 5-10 secondes de faire naviguer la souris, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus productif et on allège aussi cette charge mentale beaucoup plus vite. Donc j'encourage tout le monde à se renseigner sur tous les raccourcis clavier possibles. Encore une fois, il y en a dans Chrome, il y en a dans Gmail, il y en a qui sont applicables partout. Prenez le temps, une semaine, vous dites, vous les rajoutez progressivement, 3-4 par semaine jusqu'à bien les maîtriser. Un petit tips pour si vous avez un tout petit peu de sous et un peu la flemme de faire ça. C'est pas sponsorisé du tout. Le client mail Superhuman, qui est incroyable. C'est assez cher. Je sais plus combien c'est, mais c'est cher pour un client email, surtout qu'on a déjà Gmail. Fait au milieu de tout un tas d'autres trucs. Un truc qui est génial, c'est que Superhuman t'engueule quand tu n'utilises pas les raccourcis clavier. C'est-à-dire quand tu cliques sur un truc, il te dit ah mais la prochaine fois appuie sur E et tu le feras directement. Et à force de se faire un peu enguirlander, en fait ça marche. Donc je rejoins ce que tu dis et surtout je voudrais souligner à l'usage, c'est pas tant le temps qu'on gagne parce que bon oui c'est une petite microseconde de ci de là, c'est surtout que c'est fluide en fait, c'est beaucoup moins laborieux quoi. Exactement. Et encore une fois, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure. La productivité, c'est beaucoup retirer des choses, quoi. Retirer ce qui est pas nécessaire. Si on fait des clics en trop ou si on bouge la souris, c'est en trop et ça rajoute de la microcharge mentale au fur et à mesure. Et Superhuman est top, j'utilise aussi. Ce qui est très fort aussi, c'est leur approche du zéro inbox des emails. Ce que moi j'en ai retenu, c'est
se désinscrire systématiquement des newsletters non désirés ou qui apportent pas de la valeur. Donc maintenant, je me désinscris systématiquement. S'il n'y a pas de lien de désinscription, je les marque en spam. Comme ça, je suis sûr de ne plus les recevoir. Archiver les emails, comme ça ils disparaissent carrément de la boîte mail, et ensuite répondre le plus rapidement possible aux emails qui ne nécessitent pas énormément de travail, soit répondre, soit mettre en contact avec une personne, et ça c'est des bonnes pratiques aussi, donc pareil, bonnes pratiques de productivité pour essayer de zéro inbox ces emails. Il y a beaucoup de choses à faire, pareil, renseignez-vous là-dessus. Superhuman fait aussi, mais c'est possible dans Gmail, on peut faire des règles automatiques, donc par exemple tous les emails LinkedIn, facile de dire tous les emails qui sont envoyés de messaging. Donc ça, l'adresse email de LinkedIn, c'est messaging-digest-noreply@linkedin.com. Mais tu peux archiver tous ces emails automatiquement si tu en as trop, par exemple. Comme ça, ils apparaissent même pas dans ta boîte mail. Ça, c'est pareil, productivité au sens assez large. Donc bon, les sujets de productivité générale, effectivement, on va zoomer progressivement vers le recrutement. Vous savez que c'est un sport à part entière. Je ne vais pas jouer au jeu des recommandations parce que c'est le travail de Robin, mais je pourrais juste dire que si vous êtes curieux, c'est que c'est un peu difficile pour vous de savoir par quel bout le prendre parce qu'il y a beaucoup de choses, les raccourcis clavier, les boîtes mail, l'agenda, les machins. En plus de tout ce qu'on est en train de se dire là, je vous invite à lire le livre La 25e heure, qui est incroyable, qui est un bouquin de productivité qui se lit hyper bien, qui est facile, qui est beaucoup de philo de la productivité, puis d'outils hyper simples. Et si vous voulez rentrer en détail dans les meilleurs outils, typiquement Superhuman pour l'agenda, Notion pour la base de données et d'autres trucs, je vous invite à suivre le blog de Jonathan Lefebvre, qui est un ancien Customer Success Manager de chez Captain Train, puis Trendline, qui est une référence sur les sujets de productivité en français. Donc effectivement, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller là-dedans. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Moi, j'ai hâte de savoir. Et là, on va se rapprocher progressivement du recrutement. Merci pour l'article, le blog, je m'abonnerai aussi. Ah, c'est super. Et la 25e heure, c'est un super livre, effectivement. De manière générale, effectivement, j'essaie aussi d'infuser dans cet épisode une sorte de philosophie de la productivité, délibérément de pas donner des techniques vraiment très applicables, parce qu'après, on peut se renseigner, et c'est une recherche permanente de comment je peux être un peu plus productif, mais plutôt d'avoir les grands axes d'amélioration possibles. Sur le recrutement à proprement parler, la zone, paradoxalement, où on peut avoir le plus de productivité, c'est lors du lancement d'une recherche, c'est l'entretien avec le manager ou le client pour la définition du poste qui est recherché. C'est la clé d'un recrutement qui est réussi. Si cet entretien-là est malmené, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la bonne personne, on peut ensuite être le plus productif possible. On peut être extrêmement efficace, générer des centaines de candidats en quelques semaines, mais si les candidats ne correspondent pas à la fiche de poste, ça ne provoquera pas un recrutement à la fin, et c'est du temps perdu. Et là, on parle de temps perdu qui se mesure en semaines, voire en mois. Donc vraiment, le point principal, c'est de passer du temps sur cette phase de définition du poste, d'arriver à mesurer ce qui est exactement attendu de la personne, de ce que la personne fera dans les 30 premiers jours, les 60-90 premiers jours, de mesurer, d'arriver à vraiment bien évaluer quelles sont les zones qui sont absolument requises. On veut absolument que la personne ait de l'expérience de notre industrie, parce que c'est une industrie médicale extrêmement réglementée et qui a nécessité de connaître ces réglementations. Donc ça, c'est absolument requis. Et les zones qui sont en fait bonus, c'est-à-dire je cherche une personne avec 5 ans d'expérience, mais si elle a 4 ans d'expérience, je pourrais quand même la recruter. Donc la bonne manière, c'est de jouer avec chacun des paramètres et de voir lesquels sont vraiment importants. Et donc justement, quand la personne dit je veux quelqu'un qui ait au minimum 5 ans d'expérience, de là de creuser et dire ok, si c'est une personne qui a 4 ans et demi d'expérience, est-ce que c'est un no-go ? Ah non, 4 ans et demi, non, peut-être pas. 4 ans dans ce cas, non, peut-être pas. 3 ans et demi, ah ouais, là, 3 ans et demi, ça commence à être vraiment requis. Donc, jouer là-dessus. Et il y a plein de templates en ligne. On en fait aussi, pareil, il y en a dans nos podcasts et Players, une équipe qui gagne, il y en a ailleurs. C'est vraiment très important de prendre le temps à cette étape-là pour vraiment avoir une très bonne définition du poste. Et vraiment, c'est l'endroit dans le recrutement où on peut perdre ou gagner le plus de temps.
Ouais, très preneur. Si tu nous pointes des épisodes spécifiques, on les mettra dans la description de l'épisode, donc de vos podcasts, parce que je pense que c'est extrêmement précieux d'avoir un peu un template exhaustif de toutes les questions à poser pour s'assurer qu'on tombe pas à côté du besoin en fait concrètement. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, donc vous le savez, moi je suis pas recruteur, recruteuse, donc je ne vis pas votre quotidien, mais je vois d'un autre angle la crispation que beaucoup de recruteurs recruteuses peuvent avoir au moment où ils envoient un profil et que le hiring manager dit ah bah non, en fait il me parle pas trop et tout. Alors évidemment c'est pas chic de la part du hiring manager de pas argumenter, mais on peut imaginer que si ça avait été archi carré au démarrage, on n'en serait pas là. C'est une question de se positionner dans le recrutement comme vraiment non pas une personne qui reçoit une commande, tu vois, c'est pas le fast-food, bonjour, j'aimerais un maxi best-of Big Mac, ok, je vous l'apporte, tu vois, mais c'est vraiment un partenaire stratégique qui vient challenger le manager dès le début et justement, très important, dès le début de ce premier entretien, de positionner la relation comme ça et d'avoir aussi un commitment ou un engagement de la part du manager en face. C'est-à-dire, ok, si je t'apporte ces candidats, est-ce que tu pourras me répondre dans les 48 heures systématiquement pour me dire ce que tu en penses? Est-ce que tu peux t'engager à me faire un feedback détaillé d'au moins 3, 4, 5 lignes sur les personnes, comme ça moi je comprends, et de positionner ça dès le début. Donc dès le début, prévoir les attentes. Tu demandais des épisodes en particulier. Il y a l'épisode numéro 2 de Une équipe qui gagne avec Marjorie, qui partage le template de prise de brief qui est utilisé chez Conto et qui est génial et qui aide bien aussi à comprendre ce positionnement un peu stratégique qu'on peut avoir dans le recrutement. Je suis en train de me dire que les championnes toutes catégories de ce jeu-là, ça doit être les agents immobiliers. Et qui doivent dire bon, un rez-de-chaussée c'est oui ou c'est non. Ah bah c'est je suis d'accord et tout. Bon bah en voilà un. Ah bah non j'aime pas. Bon bah alors du coup c'est que c'était non en fait. Bah surtout dans l'immobilier, il y a un marché qui est beaucoup plus transparent et qui est disponible immédiatement, quoi. Tu peux aller chercher. Mais tu peux faire ça aussi dans le recrutement, dans la phase de prise de brief dès le début, arriver et avoir une shortlist de candidats ou de candidates ou de personnes dont tu as trouvé des profils LinkedIn et dire, OK, est-ce que cette personne correspondrait? Oui, non, pourquoi? Et ça aide aussi à bien affiner. Donc là, j'ai fait un brief super carré, ce qui fait que ça va glisser entre guillemets après. Donc là, j'ai déjà gagné plein de temps d'un point de vue me faciliter ma propre vie et puis celui de l'organisation aussi. Où est-ce que je vais après pour continuer à optimiser tout cela? Là, on peut suivre de manière chronologique le process de recrutement, c'est-à-dire une fois que j'ai ma description de poste, je vais chercher à la publier pour générer des candidatures. Là encore, la productivité peut rentrer dans le jeu puisqu'une bonne fiche de poste bien détaillée ou qui convertira plus va générer beaucoup plus de candidatures qu'une offre moins détaillée. Donc là, les conseils qu'on donne, c'est plutôt des conseils de communication. Éviter tout le vocabulaire qui n'apporte pas de valeur. Donc ça arrive très souvent dans le recrutement qu'on voit des offres d'emploi qui se ressemblent toutes. Une des règles qu'on donne, c'est est-ce qu'un concurrent pourrait utiliser exactement la même phrase, enfin une autre entreprise pourrait utiliser exactement la même phrase. Si c'est nous sommes une startup en forte croissance qui génère des produits utiles pour nos utilisateurs, tout le monde pourrait dire ça, c'est pas différencié. Donc ça c'est une des premières règles. Et la deuxième règle, c'est est-ce que inverser la phrase aurait quand même du sens ou est-ce que ce serait complètement absurde? Par exemple, rejoignez l'entreprise pour être dans un environnement bienveillant où les employés progressent. Toutes les entreprises peuvent dire ça. L'inverse serait rejoignez l'entreprise pour être dans un environnement malveillant où les employés régressent. Personne ne dirait ça, c'est absurde. Donc la règle de l'inversion, elle est pas mal aussi pour se dire, ok, est-ce que vraiment chaque mot que j'apporte donne de la valeur? Et dans le recrutement, on a malheureusement beaucoup trop d'offres d'emploi qui 30-50% du contenu de l'offre n'apporte pas de valeur, quoi. On veut des gens qui soient force d'initiative, force de proposition. Bon, personne ne va dire que c'est pas le cas, quoi. On veut des gens qui obéissent servilement et qui ne proposent jamais rien. Donc ça, c'est une bonne règle à avoir. Et de manière générale, essayer de remplacer les adjectifs et les adverbes un peu génériques par des nombres, par des chiffres, par des noms. Donc tu vois, plutôt que dire The Human Factor, c'est un podcast à succès dans le recrutement, plutôt dire The Human Factor, c'est un podcast à succès dans les HR, plutôt dire c'est le 6e podcast le plus écouté avec tant d'écoutes par semaine. Tout de suite, ça crée une image qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus activable et ça donne beaucoup plus envie.
Ouais, c'est ce qui va éviter d'avoir soit pas assez de candidatures, soit un flot de candidatures mal qualifiées qui vont vous faire perdre du temps après et vous faire patauger un peu dans la semoule, quoi. Ouais, alors généralement, il y a vraiment deux philosophies là-dessus. Euh, Je sais que c'est assez ma position là-dessus est assez impopulaire. C'est que je pense qu'une entreprise ne doit pas donner une réponse à toutes les candidatures qui viennent sur une offre. Elle n'est pas tenue de donner une réponse et elle n'est pas tenue de donner une réponse qui est personnalisée à toutes les candidatures. Et que le jeu justement de l'offre d'emploi et du recrutement dans l'ensemble, c'est de générer le plus de volume possible pour pouvoir ensuite retrier ce volume-là. Il faut pas que ça rajoute du travail, mais je pense qu'une entreprise doit élargir le plus possible, éviter que la décision soit au choix de la personne. Donc voilà, faire en sorte que tous les gens qui pourraient correspondre au poste postulent et ne s'éliminent pas eux-mêmes ou elles-mêmes, parce que si une bonne personne s'élimine elle-même, on perd beaucoup plus que si une mauvaise personne postule alors qu'elle ne devrait pas. Donc je sais que c'est assez impopulaire ce que je dis là-dessus, mais en tout cas, je pense que toutes les entreprises ne doivent pas une réponse personnalisée à toutes les candidatures qui viennent, et ce serait irréaliste de le dire. Alors après, par contre, dans le process d'entretien, il faut le faire, ça c'est complètement autre chose, mais je sais que notamment, je pense qu'on est en désaccord avec Léo Bernard dont tu parlais tout à l'heure. C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Mais enfin, j'ai aucun avis sur la question. Pour être honnête, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Mais on va dire que regarde, je suis un perturbateur avec mes choix. Je me méfie des absolus. Et effectivement, on va dire que, désolé Léo, mais je suis pas certain. Pour prendre même moi mon expérience d'un manager qui recrute, pour le coup, plus qu'un recruteur, quand je vois des candidatures archi copier-coller où on voit qu'il y a eu zéro effort de fait, je vois pas exactement dans le grand karma des choses ce que ça change que je réponde écoute, merci Théo d'avoir pris le temps de compte. Non, il n'a pas pris le temps, Théo. Donc il y a un entre-deux, il y a effectivement une forme de décence à avoir, une forme de voilà, je réponds pas non plus aux gens qui me harponnent sur LinkedIn quand je vois bien que ça n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Ouais, et puis je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans le recrutement ou géré des candidatures savent qu'il y en a 30% qui n'ont absolument systématiquement aucun rapport, quoi. Ceci dit, il y a aussi pareil dans cette logique de productivité. Si on rejoint le thème de productivité, est-ce que c'est vraiment productif d'effectivement répondre à une candidature qui est pas pertinente, qui le sera jamais, qui n'a même pas été personnalisée? Probablement pas. Donc simplement, on retire cette tâche-là et on le fait pas, ou on l'automatise dans son ATS ou dans l'outil qu'on utilise. Il y a certaines candidatures qui sont des très bonnes candidatures, peut-être personnalisées, peut-être pertinentes pour un poste, mais pas celui-ci, ou pas tout de suite, ou plus tard. Et celle-ci, ça a vraiment beaucoup de valeur de répondre aux gens de manière personnalisée et les garder engagés dans la durée. Donc il y a des outils qui permettent de faire ça, notamment Yago, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc ça, c'est une forme d'approche de la productivité aussi, qui est de dire, ok, bon où est-ce que je me concentre mon effort? Je vais pas répondre à tout le monde. Ça, il y a toujours un curseur à trouver, mais par contre, je vais répondre jusqu'à ce que ça ne soit plus productif de répondre. Toute petite incise par rapport à ça, moi, je vais juste connecter à des principes généraux de productivité et je te laisserai, Robin, reconnecter ça au recrutement beaucoup mieux que moi. Il y a un principe de base en productivité, c'est qu'il faut appliquer 3 filtres avant de faire une tâche. La première, c'est est-ce que je peux la supprimer? Est-ce que je peux juste ne pas le faire? Et là, typiquement, si vous faites un audit de votre temps et que vous vous rendez compte que vous avez passé 1 heure la semaine dernière à répondre à des demandes complètement pétées de gens qui ne connaissent ni votre entreprise ni rien, enfin, c'est peut-être un script qu'il a envoyé, oui, bah ça, vous pouvez probablement le supprimer, ça change rien. Après, ce qu'on peut pas supprimer, on se demande si on peut l'automatiser. Est-ce qu'il y a une feature sur HireSuite qui permet de faire ça? Est-ce qu'il y a une feature dans un autre plugin qui permet de répondre automatiquement dans les cas les plus standards? Peut-être. Si vous ne pouvez pas l'automatiser, est-ce que vous pouvez le déléguer? Est-ce que Yago peut vous soutenir? Moi, j'ai entendu aussi beaucoup de bien de Yago pour faire ça. Et est-ce que c'est pas plus logique que vous passiez votre temps sur d'autres tâches et laisser des experts le faire entre guillemets mieux que vous avec du temps que vous n'avez pas? Et seulement quand on n'a pas réussi ni à supprimer, ni à automatiser, ni à déléguer, là, dans ce cas-là, on le fait. Et ce qui est important, c'est que l'ordre est archi crucial. Parce que si on se retrouve à automatiser des trucs qu'on devrait supprimer, ou déléguer des trucs qu'on devrait supprimer, là, pareil, on se fait des nœuds au cerveau. Ouais, c'est un bon point. La première règle de productivité, souvent, c'est de supprimer, simplement pas faire une chose, quoi.
supprimer les newsletters qu'on reçoit, supprimer le bruit. Et alors, donc maintenant, continuons dans le process. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc là, unpopular opinion, on arrête de répondre à tout le monde, ok? On arrête de répondre à tout le monde. Alors là, pour le coup, c'était générer uniquement les candidatures entrantes. Sur la plupart des postes, aujourd'hui, on fait aussi du sortant, c'est-à-dire qu'on va aller contacter des gens de manière proactive. Et là, pareil, la productivité rentre en jeu à deux endroits. D'une part, c'est identifier les gens qu'on contacte. Souvent, c'est du bon sens, mais pas forcément toujours appliqué. Le bon sens numéro 1, c'est les gens qui sont les plus susceptibles de répondre sont ceux qui me connaissent déjà. Ça semble évident. C'est les gens dans mon réseau, les anciennes personnes qui ont postulé chez moi, les anciens candidats, voilà, des gens qui connaissent déjà l'entreprise, qui connaissent déjà le poste ou qui connaissent déjà des gens en interne, des recommandations. Donc la première étape, c'est si vous faites du sortant, recontactez des gens qui vous connaissent déjà parce que ce sont ceux qui vont avoir le meilleur taux de réponse. Donc il faut toujours commencer par la tâche la plus productive et ensuite on descend au fur et à mesure vers des tâches de moins en moins productives. Mais la tâche la plus productive, c'est celle-ci. Je dis ça parce que souvent, dans les équipes de recrutement, on voit que les gens vont directement sur LinkedIn, vont faire de la chasse sur LinkedIn, contactent des gens qui n'ont jamais entendu parler d'eux, et c'est pas le plus efficace. Donc ça prend du temps de trouver les personnes, ça prend du temps de les engager, et c'est difficile d'obtenir des réponses, c'est plus difficile que des gens qui nous connaissent déjà, donc allez directement à l'efficace, au plus efficace. Donc à chaque fois, il n'y a rien de sorcier, c'est juste un peu une philosophie qui est assez large, qui est de dire on va au plus efficace. Et si on fait ça systématiquement, si on commence par contacter les gens qui nous connaissent déjà et qu'on a un taux de réponse qui est de 45% au lieu qu'il soit de 15%, on a 3 fois plus de candidatures dans la même période de temps, on va plus vite, on est plus crédible auprès du manager, on est plus allégé en interne, on a moins de pression, etc., etc. Donc la première chose, c'est de commencer par les gens qui nous connaissent déjà. Donc connexion LinkedIn, anciennes candidatures, anciennes personnes qui ont candidaté, les personnes qui sont connectées à des gens de l'équipe, les recommandations referral. Et ensuite, on peut faire de la chasse sur LinkedIn. Donc là, il y a plein d'autres choses sur la productivité. Je vais pas trop rentrer dedans. Il y a plein de choses sur les booléens, comment est-ce qu'on fait des bonnes recherches, comment est-ce qu'on identifie les bonnes personnes. Le point, là, encore une fois, le point le plus important, c'est que si vous contactez une personne de manière proactive, que ce soit quelqu'un qui vous connaisse déjà ou quelqu'un qui vous connaisse pas encore, il faut systématiquement relancer. Et ça, c'est un des plus gros bénéfices. C'est une productivité qui est de x2. C'est colossal depuis le début. Je sais pas s'il y a toutes les astuces qu'on donne, il y en a assez peu qui ont des productivités de type x2, sauf peut-être le kick-off meeting et bien définir le job au début. Si vous relancez, et ça, c'est les chiffres qu'on voit avec HireSuite, si vous envoyez un email, vous avez en moyenne 10% de taux de réponse positive. Si vous relancez ensuite, vous avez 2 emails supplémentaires, vous êtes en moyenne à 20% de taux de réponse positive. Vous avez contacté le même nombre de personnes, vous avez sollicité le même nombre de personnes, mais vous avez 2 fois plus de personnes en entretien, sans y passer plus de temps. Donc ça, systématiquement, c'est un des points, et c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où chaque campagne de recrutement, il y a à la fois des relances et il y a du multi-channel, c'est-à-dire à la fois contacté par LinkedIn, par email, par différents canaux. En France, c'est moins le cas, ce qui veut dire qu'il y a aussi un avantage compétitif qui est plus simple. Si vous relancez en France, vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Donc ça, c'est un des gros points de productivité également dans la prospection, c'est relancer. Et alors, vous voyez, on prend un expert, donc c'est Robin, et il a l'habitude de penser comme ça, et c'est des choses que j'adore, moi, entendre. Je note ce que tu dis, relancer, évidemment, pour le coup, mais je note la logique, où en fait tu t'es dit, ok, 10% de taux d'ouverture sur un seul mail, 20% avec le bon nombre de relances, ça veut dire qu'on a fait x2 en productivité, ça veut dire que pour le même niveau d'input, j'ai doublé l'output, globalement. Exactement. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut réfléchir en termes de productivité, et le fait de prendre l'habitude, si ça vous semble alien, vous inquiétez pas, ça vient doucement, mais ça viendra. Et vous commencez en fait à vous dire attendez, mais pourquoi je ferais ça de cette manière alors que là je vais peut-être péniblement arriver à 3 premiers rendez-vous avec un candidat, alors que les 3 rendez-vous avec les candidats ou une candidate, je peux l'avoir de 10 fois plus rapidement si je passe par ce chemin-là. C'est en fait ça la logique. Et effectivement, donc il y a cette logique-là d'une part, et ensuite de commencer systématiquement par les tâches qui sont les plus productives. C'est-à-dire si au total je dois générer 100 candidats sur cette recherche, qu'est-ce que je peux faire qui va me prendre le moins de temps, qui va me générer les 20 ou 40 premiers candidats. Et ensuite, je passe au suivant et ensuite au suivant. Mais toujours commencer par les tâches les plus productives.
Ok, donc là on continue, on utilise les bons outils dont les relances et tout. Vous êtes évidemment au courant du fait qu'on peut automatiser les relances. En tout cas, je vous conseille de le faire avec les bons outils. Où est-ce qu'on va chercher encore de la productivité, du temps, de la réduction de friction? Que ce soit sur les candidatures entrantes ou sur la prospection, il y a un point qui est assez important. Et là, pareil, il y a différentes manières de penser en productivité. Des personnes dans le recrutement qui veulent être plus productives et qui se disent c'est simple, en fait, je vais mettre immédiatement le lien vers mon calendrier dans l'email que je vais envoyer à une personne qui ne me connaît pas. On comprend, en fait, il y a une logique qui est de dire bah voilà, la personne va réserver dans mon calendrier et je gagne du temps parce que je n'ai pas à le booker. Ça, statistiquement, c'est de la mauvaise productivité parce qu'en fait, mettre le lien du calendrier, ça fait qu'on va simplement avoir les gens qui vont réserver, qui sont prêts à prendre un rendez-vous dans le calendrier immédiatement. Les taux de réponse sont bien moins bons quand on utilise ça parce qu'on perd toutes les personnes qui pourraient répondre, qui pourraient engager une discussion, mais qui sont juste pas assez en recherche ou pas assez, je vais dire désespérées avec des guillemets parce que c'est pas le cas, mais pas assez actives pour prendre un rendez-vous immédiatement. Donc les taux de réponse vont diminuer et on va devoir passer 2 fois plus de temps, on va devoir contacter 2 fois plus de personnes parce que les taux de réponse vont diminuer. Donc en essayant de gagner quelques minutes à un endroit, en réalité, on va perdre des heures de l'autre côté à contacter plus de personnes. Il y a un autre effet dans le recrutement qui intervient, qui est que généralement, les premières personnes qu'on contacte sont les plus pertinentes, les plus susceptibles de répondre. Donc les 100 premières personnes ont un meilleur taux de réponse. Les 100 suivantes sont un petit peu moins pertinentes, un petit peu moins... répondent un peu moins. Donc les taux de réponse en plus diminuent dans la durée. Donc c'est vraiment très important d'avoir le taux de réponse le plus élevé dès le début. Et une manière d'y réfléchir, c'est de simplement optimiser pour la prochaine étape. Donc la prochaine étape sur une offre d'emploi, c'est postuler. Donc on veut que toutes les personnes qui viennent sur l'offre d'emploi postulent. Et ensuite, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ensuite, moi, je ferai le travail de les trier. Mais déjà, je veux que tout le monde postule et ensuite, je ferai le travail de les trier. Parce que je préfère avoir 100 personnes qui postulent que 10. Toutes choses égales par ailleurs. Ou que 10 plus 90, parce que dans le pire des cas, je pourrais contacter que ces 10-là. Pareil pour la prospection, je veux d'abord que la personne me réponde. Je veux optimiser pour une réponse. Donc, finir l'email par une question. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus? Est-ce que tu veux que je t'envoie plus d'informations sur le poste? Ça va avoir de meilleurs taux de réponse. Et ensuite, vous décidez de continuer la discussion. Et surtout, vous pouvez aussi filtrer la personne par les échanges email. Donc, ça, c'est un peu la deuxième autre partie, c'est optimiser pour la prochaine étape systématiquement. Et la prochaine étape, généralement, c'est une candidature ou c'est une réponse. Mais c'est surtout pas encore d'organiser un appel. Je vais dire le truc que je dis à chaque fois. Ça me fascine de voir, on est en 2023, à l'heure où on se parle, qu'on a encore l'impression de découvrir que le recrutement, c'est comme la vente. Que c'est la même chose. Que en fait, là, ce que tu es en train de décrire, c'est Predictable Revenue. Hein. C'est le bouquin classique de tous les sales qui sont passés par Salesforce, etc. Et ça ne réduirait en rien ce que tu es en train de dire. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est encore nouveau, quoi. Et ce qui, du coup, est plutôt, je trouve, un message chouette parce que ça veut dire que tout le monde en a sous la pédale pour streamliner son process de recrutement, en fait. Complètement. Il y a une autre bonne pratique qui vient de la vente, c'est ce qu'on appelle les sales materials. Donc en gros, c'est les documents qu'on utilise dans la prospection commerciale pour soutenir sa prospection commerciale. Ça va être des témoignages clients, des démos du produit, des vidéos, des enregistrements. Et ça, c'est très peu utilisé dans le recrutement. Ça a un impact énorme sur le taux de réponse. Et c'est très simple dans sa campagne de prospection ou dans son offre en ligne de mettre une vidéo qui présente le produit. Ou un des fondateurs, c'est Virgile justement de Figures qui fait ça très bien. Il a une présentation de 3 à 5 minutes, je crois, sur sa page carrière, où il présente l'entreprise avec quelques slides et il explique où ça va. Donc là, il y a plein de bonnes pratiques à prendre au sales et au marketing. Et c'est tant mieux, c'est super inspirant parce qu'en fait, on a des gains de productivité encore qui peuvent être colossaux. Top. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur lesquels on peut gagner en productivité ? Le dernier gros point, il y en a sans doute d'autres, mais un peu dans la manière dont j'avais préparé, le dernier gros point, c'est le closing. C'est-à-dire que si on a fait tout ça et qu'à la fin, on n'a qu'une seule chance sur 2 de closer la personne qu'on veut recruter, bah là, on est encore une fois sur des gains de productivité qui peuvent être 2 fois 2. C'est-à-dire que si la personne ne signe pas, parfois on doit reprendre la recherche depuis le début, on perd des semaines, on perd des mois, et ce sont des recherches qui s'empilent et le niveau de stress qui monte. Donc le closing est très important. Pour améliorer le closing, bon, il y a plein de...
je vais encore conseiller de lire, d'écouter notre contenu, mais c'est un truc dont on parle beaucoup dans A-Players et une équipe qui gagne dans nos podcasts. Les bonnes pratiques dans le closing, c'est déjà de considérer que le closing commence à la toute première interaction. C'est dès la toute première interaction, il faut qu'on vraiment comprenne comment est-ce qu'on va closer cette personne, quelles sont ses motivations, quels sont ses leviers de conviction, qu'est-ce que la personne veut aller chercher dans son prochain job, et ensuite continuer à documenter ces parties-là et à récupérer de plus en plus d'informations jusqu'à la fin du recrutement. Et en fait, au moment où on fait l'offre, on doit être sûr à 90% qu'elle va être acceptée parce que tous les points d'attention ont été levés. Donc ça, pareil, rien de révolutionnaire, c'est juste prêter beaucoup d'attention au closing et garder en tête que si on close pas la personne, on repart tout de zéro. De la même manière, il faut être sûr qu'à la fin, on soit en position en interne de prendre une décision, qu'on ait vu suffisamment de candidats ou de candidates pour pouvoir prendre une décision, qu'on ait bien défini le rôle, parce que sinon ça arrive, et que le rôle soit vraiment recruté. Ça, c'est qu'il y ait un vrai recrutement sur le poste. Ça arrive qu'à la fin, on dise finalement, en fait non, on ferme ce rôle. C'est du temps qui est perdu. Ou alors à la fin, c'est finalement, on va pas prendre une personne senior, on va prendre une personne sortie d'école. Ok, on reprend tout de zéro. Donc on reconnecte aussi avec le début. Donc c'est du closing à la fois interne. Est-ce que si je vous présente ce candidat, qu'on arrive jusqu'au bout, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre une décision finale? Puis c'est du closing externe sur le candidat. Et moi, je fais mon petit kiff de connecter au truc un peu business, marketing, sales. L'équivalent dans ce monde-là, c'est la meilleure manière de vendre, c'est d'avoir un bon product market fit. C'est si on connaît très bien son marché, qu'on a un très très bon produit, on maximise les pourcentages de conversion à chaque étape. Et là, c'est un peu pareil. C'est si vous avez bien défini votre besoin avec le manager, que le cahier des charges et donc la scorecard et tout le bazar est carré, c'est probablement ce que vous pouvez faire qui a le plus d'impact, et c'est pour ça que Robin en parlait au tout début. On va parler d'outils après, évidemment, parce qu'on a des questions de fin d'interview qui vont avec ça, mais parce qu'évidemment les outils peuvent nous aider là-dedans. Mais pour passer tranquillement à la fin de l'interview, commençons par la question numéro 1. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, si on veut engager la conversation? Où est-ce qu'on retrouve HireSuite, si on veut s'y intéresser? Alors, vous pouvez me retrouver moi sur LinkedIn. Je poste tous les jours sur le recrutement, sur la productivité en particulier. C'est quelque chose qui m'intéresse, et je partage aussi des chiffres qu'on voit chez nos clients. Mon compte LinkedIn, c'est Robin, R-O-B-I-N, Choy, C-H-O-Y. Voilà, vous trouverez d'ailleurs sur mon compte LinkedIn tous les liens vers le site d'HireSuite, vers notre podcast en français qui s'appelle Une équipe qui gagne, que vous pourrez retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et aussi vers notre podcast en anglais qui s'appelle A-Players. Donc le plus simple, c'est peut-être d'aller me voir tout de suite sur LinkedIn, et ensuite tous les liens seront disponibles sur LinkedIn. Parlons un petit peu, avant de parler des outils, de ressources. Est-ce que tu as des podcasts, des livres que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices? Pas simplement en recrutement au sens large. Oui, tout à fait. Il y a sur le podcast que j'aime bien, c'est le podcast Tam Tam de Léo Bernard avec Tim Taylor, qui est super sur le recrutement. Donc ça, c'est vraiment mon propre recrutement, et d'ailleurs Léo Bernard fait du très bon contenu, donc probablement aussi écouter l'épisode sur The Human Factor. Tu l'as écouté celui-là ou pas? Et je l'ai pas écouté encore. Tu l'écouteras, il est troll. Il est drôle. Il est troll. Il est troll. Les deux. Ok. Et en livre, un des livres qui m'a le plus marqué et qui est alors je pense que la 25e heure, c'est une super recommandation. J'ai beaucoup apprécié le livre aussi sur la productivité. Il y en a un autre qui a vraiment aucun rapport, mais je sais que c'est un livre il y a eu un avant et un après. C'est un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, par Daniel Kahneman, et qui parle des modèles de prise de décision et des biais, et dans quelle mesure à quel moment on peut se faire confiance à soi-même, et à quel moment il vaut mieux ne pas se faire confiance à soi-même, comment prendre des bonnes décisions. Et il est vraiment il est incroyable, et en particulier dans le recrutement, où c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de biais. Comment est-ce qu'on garde ces biais sous contrôle? Et donc sur la partie outils, qui est normalement une petite question de fin d'interview qu'on va rendre un tout petit peu plus épaisse, c'est quoi les outils qui, selon toi, sont vraiment facilitants pour la vie des recruteurs et recruteuses? Déjà, il y a les outils de, on va dire, organisation de la prospection, de l'entretien du vivier, de relance des viviers. Donc ça, c'est pas des ATS, c'est vrai, généralement des outils qui viennent en plus. Donc il y a HireSuite CRM, le nôtre, mais je vais être fair play, je vais citer des concurrents aussi. Donc il y a notamment Gem.com, Gem.com et Interseller.
qui sont des bons outils pour faire de la prospection et de l'entretien de vivier, même si on est meilleur, évidemment. Je veux pas faire l'hôte un peu à la Laurent Ruquier, mais moi, quand j'entends plus parler d'Airsuite que les autres, mais bon, en tous les cas, voilà. Bah, moi aussi, mais... Oui, mais toi, c'est normal. Les autres outils qui sont utiles dans le recrutement en particulier, je pense à Figure de Virgile en particulier, effectivement, être capable d'avoir des ordres de grandeur de salaire, c'est un des points les plus critiques sur le closing, l'approche des candidats, comment closer aussi en interne. Et c'est un domaine dans lequel il y a eu trop d'opacité pendant les dernières années, donc j'encourage tout le monde à se mettre sur Figure et à partager la donnée, comme ça accroît la base de données de Figure et ça permet d'avoir plus de confiance dans les chiffres. Et il y a aussi un autre outil, alors celui-ci il est moins connu, c'était aussi des concurrents avant, il s'appelait resource.co avant, et ils ont fait un outil qui s'appelle guide.co sur l'expérience candidat. J'ai eu un des fondateurs, Troy Sultan, sur A-Players. Ils ont une très bonne approche de l'expérience candidat, et guide.co, c'est une sorte de page sur lesquelles les personnes peuvent se connecter pendant le procès d'entretien pour avoir toutes les informations, quand est-ce que je passe le prochain entretien, quelles seront les attentes, prendre des rendez-vous, etc. Et le produit est vraiment très bon, il est très bien fait, donc je recommande de le voir. Je pense qu'il est un peu plus sous le radar, mais j'ai beaucoup d'espoir pour ce produit. Ok, donc c'est bien noté. Airsuite, Figures et Guide.co. Je ne connaissais pas Guide.co, donc j'irai regarder. Et enfin, tu connais notre tradition dans ce podcast qu'on aime beaucoup. C'est à la fois une manière pour moi de rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés et donc de m'intéresser à des choses que je n'avais même pas dans ma connaissance. C'est une manière peut-être pour toi de témoigner publiquement d'une forme de tendresse, d'admiration, d'affection et un peu de tout. Mais en tout cas, si tu es à ma place, qui est-ce que tu invites pour un prochain épisode ? Moi, j'ai fait un épisode de podcast avec Géraldine Michaud du Bon Coin qui parlait d'une initiative dans la diversité qu'ils ont mise en place que j'ai trouvé exceptionnelle. Ils ont formé des personnes pour être QA analystes qui venaient pas du tout de la tech. Et elle raconte dans l'épisode toute son expérience et je trouve que Géraldine est très inspirante, très forte, donc je l'inviterai immédiatement sur ton podcast. Eh ben écoute, Géraldine, de deux choses l'une. D'une part, quand Robin doit choisir qui est-ce qu'on devrait inviter, c'est à toi qu'on pense. Et évidemment, Robin va laisser le casque et le micro en partant et tu es la bienvenue pour un épisode du Human Factor sur ce podcast. Écoute Robin, c'était top. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu sur la productivité dans le recrutement. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à te dire à part encore un merci pour ton temps et puis à la prochaine. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.